Bonjour Civilien, bonjour Civilienne, bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Michel et moi, nous sommes tout à fait ravis de vous reparler à nouveau aujourd'hui lors de cette 18e rencontre civilienne qui est consacrée à la thématique travail et rémunération. Une thématique en somme qui est très vaste, celle du travail d'une façon générale, et le travail et rémunération s'inscrit dans cette thématique plus vaste que nous avons déjà commencé à aborder lors de rencontres précédentes. Et comme nous allons aborder aujourd'hui plus spécifiquement la question de la rémunération, nous allons le faire comme toujours de manière tout à fait nouvelle, à partir d'un angle, d'un point de vue qui n'est pas simplement la répétition de notions qui sont déjà habituelles. Vous savez que nous sortons hors de la boîte lors de nos rencontres civiliennes. Et je te proposerai, Michel, si tu es d'accord, peut-être de commencer en redonnant le contexte général un peu de cette rencontre numéro 18, travail et rémunération, en nous appuyant sur quelques points qui ont déjà été développés précédemment et qui consistaient chaque fois aussi à sortir tout à fait hors de la boîte. Qu'en penses-tu, Michel? Oui, je crois qu'on peut, on peut peut-être dresser l'arrière-plan de notre travail d'aujourd'hui en se référant à certaines rencontres civiliennes que nous avons eues, notamment celles qui avaient permis de mettre en évidence que l'entreprise était finalement un bien commun, devait être considérée comme un bien commun à partir du moment où on l'a libérée de la propriété du capital par les actionnaires. Je rappelle que ce qu'on a vu dans la rencontre civilienne 9, c'est que le capital, en fait, devait être considéré comme un prêt fait à l'entreprise et qui était remboursé. Ce prêt étant remboursé, l'entreprise était totalement autonome, libre aussi de la propriété par les actionnaires qui exercent souvent une influence sur la marge de l'entreprise. Et donc, l'entreprise à ce moment-là pouvait être considérée comme un bien commun, puisque au fond, elle vit grâce à l'ensemble de la société. C'est ce qu'on avait montré en détail dans la rencontre civilienne 9. Donc, Et aussi dans la rencontre civilienne 7, d'ailleurs. également. On avait aussi abordé cette notion-là dans la rencontre civilienne 7. D'accord, très bien. Ben, merci de le rappeler. Donc, ça veut dire que pour ceux qui nous regardent et ceux qui peut-être n'avaient pas vu ces rencontres-là, peut-être ce serait bien qu'ils puissent les regarder après, les visionner. De même que la rencontre civilienne 14, qui elle avait à faire avec la nature du travail, hein, et dans laquelle on avait présenté l'économie non marchande. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on va revenir, puisque il est déterminant pour l'économie que l'économie non marchande soit financée à la hauteur de ses besoins, que c'est une garantie du bon fonctionnement de la totalité de l'économie et notamment de l'économie marchande. Donc le financement de l'économie non marchande est central dans ce que nous proposons, et il est d'autant plus central qu'il offre on va dire un réservoir d'emplois qui permettrait que l'on n'ait pas du tout de chômage au fond, sauf le chômage qui permet à quelqu'un de passer d'un emploi à un autre, mais ça c'est un chômage qui a peu de conséquences en fait sur la marge de l'économie. Mais les taux de chômage que nous connaissons depuis des années et des années aussi bien en Europe que ailleurs, ces taux de chômage ne sont pas normaux pour l'économie, car au fond, il y a toujours suffisamment de travail.
c'est pas le travail qui manque. Ce qui manque, c'est le financement des postes de travail dans l'économie non marchande où il y a il y a des besoins immenses de ce côté-là. Donc je renvoie à cette rencontre civilienne 14 et également alors à la dernière rencontre, la 17, où nous avons parlé des retraites et des charges sociales, sur lequel on va revenir aussi pour montrer que le financement des retraites et des charges sociales en général n'est pas un problème pour l'économie. Au contraire, nous avons intérêt à bien financer les retraites, pas chercher à les diminuer ou à diminuer l'âge, enfin à reculer l'âge de la retraite, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui se passe dans l'économie. Le problème, c'est que l'argent qui permettrait de financer les retraites va vers la rémunération des actionnaires. Si on supprime cette rémunération parce qu'on a transformé le mode de financement du capital, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, on n'a plus de problème de financement des retraites. On est dans une fausse question. Et l'ensemble des charges sociales peut être vu comme quelque chose de tout à fait différent, ce qu'on va regarder d'ailleurs en abordant la rémunération. Avec cela, on est vraiment sorti tout à fait hors de la boîte, c'est moins que l'on puisse dire, puisqu'il n'y a plus de capital dans une entreprise, qu'on ne peut plus donc acheter ou revendre des parts de capital, on ne peut plus acheter ou vendre une entreprise, les entreprises sont financées par des prêts, et les bénéfices qu'elles engendrent, ces bénéfices sont affectés à l'ensemble des facteurs qui concourent à créer ces bénéfices, dont l'économie non marchande. Et donc ça va impacter directement nos considérations de ce jour sur la rémunération du travail, en fait. Mais on est déjà sorti tout à fait hors de la boîte et c'est sur cette base-là que nous allons vraiment approfondir maintenant comment la rémunération du travail peut être conçue hors de la boîte aussi. Tout à fait. Hein. Et donc, j'invite à revenir à la rencontre civilienne 8 où on a parlé des 7 facteurs qui sont en fait les facteurs qui permettent le bénéfice de l'entreprise. Et ces 7 facteurs, parmi ceux-ci, il y a bien sûr les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, etc. Mais il y a aussi, bien évidemment, tous les collaborateurs de l'entreprise qui contribuent au premier plan à la création de l'excédent d'exploitation. Et mais il y a aussi tous les services publics monopolistiques, les services publics non monopolistiques, hein, comme par exemple l'éducation, la santé, etc. Hein, la culture, la recherche. Hein. Il y a également le département recherche et développement de l'entreprise. Tous ces éléments-là qu'on a regroupés en 7 facteurs principaux, avec des sous-facteurs bien sûr, tout ceci est ce qui permet la marche de l'entreprise. C'est-à-dire, l'image qu'on peut se faire, c'est que globalement, c'est tout ce qui est extérieur à l'entreprise qui permet aussi à l'entreprise de fonctionner, c'est-à-dire qu'on a des éléments externes et des éléments internes et qu'il est normal de rémunérer ces 2 parties-là avec les excédents de l'exploitation de l'entreprise. Et parmi ces éléments qu'il est normal de rémunérer, forcément, il y a les collaborateurs. Et c'est notamment de ça que nous allons traiter spécifiquement aujourd'hui, c'est la rémunération
du travail, en fait, ou plutôt il va falloir préciser, comment ces personnes, ces collaborateurs sont rémunérés, y compris lorsqu'ils ne sont peut-être plus demeurés collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ce que je vais te proposer de faire, Michel, c'est maintenant plonger dans la thématique, de ce jour, à proprement parler, et sur base de ce qui vient d'être rappelé, le contexte général, mais à nouveau en vous invitant, civiliens et civiliennes, à revenir aux rencontres civiliennes qui ont été citées, hein, pour vous en imprégner à nouveau. D'ailleurs, elles ont été horodatées maintenant, donc on voit beaucoup plus dans le détail sur le site des Civiliens, civilia.info, quel est le contenu de chacune de ces rencontres. Ben, nous vous invitons maintenant à plonger avec nous vraiment dans cette thématique du jour. Alors la rémunération de l'entreprise, en fait, on peut s'en faire une idée de ce qui serait le point de départ pour aborder cette question. Ce serait de regarder la rémunération de l'artisan, du travailleur indépendant, hein, puisqu'en fait, on sait que l'artisan n'est pas un salarié s'il a sa propre entreprise, hein, et qu'il va se rémunérer sur le résultat de l'entreprise. Donc, au fond, ça devrait être la note générale, la tendance générale pour tout, même pour les entreprises traditionnelles, hein, d'avoir une rémunération qui est sur la base du résultat de l'entreprise. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faille attendre la fin de l'année pour se rémunérer. L'artisan se rémunère au fur et à mesure, hein, des rentrées, des paiements des factures. Dans une entreprise de 1000 ou de 10 000 ou de 100 000 employés, ça peut être la même chose. On peut avoir une avance sur la rémunération finale, on considérait ça comme une avance, et on ferait le point en fin d'année sur où on en est et comment on traite s'il y a un manquo, par exemple, ou s'il y a un excédent. On verra ça tout à fait à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc là, Et ça serait valable pour tous les collaborateurs, alors pas seulement pour l'artisan, mais valable pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Hein. Ça, c'est le point de départ qui correspond au fait que la rémunération est un des 7 facteurs. Hein. Donc c'est ce facteur-là qui, dans notre schéma, est le deuxième facteur. Hein. La rémunération, elle est prise sur le résultat de l'entreprise. Ce qui veut dire que ça va changer considérablement l'approche que l'on a. Et puis, je voulais rajouter une chose juste avant de prendre ce point, c'est le fait que on a une sorte de trompe-l'œil avec les rémunérations. Il faudrait qu'on arrive à changer ça. Je m'explique. La rémunération, en général, elle est considérée comme venant en fin de mois par rapport à ce qu'on a accompli dans le mois écoulé. En réalité, on a vécu pendant tout le mois écoulé, on a vécu avec de l'argent qui vient d'avant. Si par exemple on démarre un nouveau job dans une entreprise, eh bien on a de quoi vivre jusqu'à la fin de notre premier mois. Et ce qui veut dire qu'en fait, l'argent que l'on reçoit à la fin de ce premier mois, il va nous servir pour financer le mois suivant. Et donc, ça nous indique quelque chose qui nous rapproche de la réalité, c'est qu'en fait, la rémunération que l'on a, elle nous sert toujours à nous permettre de pouvoir financer le mois suivant, c'est-à-dire de pouvoir refaire les actes nécessaires à la marche de l'entreprise, comme le mois précédent. Mais donc, la rémunération est toujours tournée vers le futur et non pas vers le passé, comme on le croit. C'est une illusion d'optique, on va dire, qui fait qu'on croit qu'on a été payé par rapport au travail passé.
en fait, on est toujours payé pour le travail à venir. Et je pense que ce serait important de, dans l'image qu'on se fait de nous-mêmes dans notre rapport au travail, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle nous permet de faire notre travail à venir. Ce qui pose la question, est-ce que quand je démarre pour un premier travail, est-ce que je devrais être rémunéré en début de mois ou en fin de mois? Ça changerait beaucoup de choses si on permettait à ce que on soit rémunéré en début de mois, c'est-à-dire dès notre première action dans l'entreprise. Je précise que quand on a, par exemple, en Suisse, c'est un exemple, hein, quand on travaille comme enseignant pour l'État de Vaud, pour le canton de Vaud, eh bien, on est rémunéré avant de commencer, ou au moment où on commence. C'est donc ça montre que ceci existe déjà. Et par contre, si on quitte l'enseignement, ça s'arrêtera à la fin de notre contrat, c'est-à-dire en fin d'année scolaire, plus les vacances auxquelles on a droit. Donc, il y a déjà une conscience de ça à certains endroits, probablement ailleurs dans le monde aussi, mais je tenais à bien souligner cet aspect qui change notre rapport au travail et à la rémunération. Et cette façon de présenter les choses met encore davantage l'accent sur le fait que une rémunération touchée périodiquement est vraiment à concevoir comme une avance non seulement sur l'activité du collaborateur, ça lui permet de produire à nouveau une activité productrice, mais c'est aussi une avance, comme tu disais tout à l'heure, sur un résultat à venir. Tout est toujours Complètement, oui. orienté futur, en quelque sorte. Oui. Et ça va aller jusqu'à inverser l'égalité de base d'une entreprise dont on a déjà parlé, je crois que c'était dans la rencontre 9, je crois, hein, ou 7 peut-être, comme tu le mentionnais, hein, mais on avait on a cette égalité que le résultat de l'entreprise est égal au produit moins charge. Hein, c'est quelque chose de tout à fait courant et évident. Hein, mais ce qu'on a d'habitude là-dedans, c'est que le résultat de l'entreprise permet de rémunérer, après impôt bien sûr, mais il permet de rémunérer les actionnaires. Et en même temps, dans la conception habituelle, dans les charges, il y a les salaires et les charges sociales. Ça veut dire que dans la conscience que l'on a habituellement, le salaire est une charge, ce qui est une chose tout à fait invraisemblable. Je ne comprends pas que les syndicats, l'ensemble des salariés ne bondissent pas en disant « mais nous ne sommes pas une charge pour l'entreprise. Nous produisons la valeur de l'entreprise, nous ne sommes pas à charge de l'entreprise. » Et ça va loin, parce que ça veut dire qu'on a intérêt à diminuer les charges, donc réduire le coût salarial. Les collaborateurs sont une opportunité pour l'entreprise. C'est grâce aux collaborateurs que l'entreprise produit des bénéfices, du moins c'est un des 7 facteurs qui a été mentionné tout à l'heure, et le présenter comme étant une charge, c'est une inversion totale par rapport à la réalité. Donc ça veut dire que, en fait, du côté de l'égalité résultat de l'entreprise, comme on le voit sur le schéma, eh bien on va avoir les 7 facteurs, et notamment la rémunération et les dépenses sociales. Ne parlons pas de charges, mais de dépenses sociales, comme par exemple les retraites, la maladie, les allocations familiales, etc.
Hein. Donc tout ceci va basculer de l'autre côté comme on le voit sur le schéma, on aura la rémunération et du côté du capital, on n'a plus la rémunération du capital, mais par contre on a le remboursement, l'amortissement du prêt, hein, qui lui n'apparaîtra pas comptablement dans les charges de l'entreprise, hein, sauf éventuellement s'il y avait un intérêt. Mais nous avons parlé de cette question en montrant que l'intérêt n'était pas dans l'intérêt de l'économie. Hein, on ne va pas revenir dessus maintenant. Hein. Donc voilà, on a une transformation, une inversion totale de cette égalité fondamentale qui dit que le résultat de l'entreprise c'est égal au produit moins charge. Mais alors va se poser maintenant une autre question, c'est celle de la détermination du prix, qui en fait est peut-être la question la plus difficile à régler dans l'économie. C'est la question centrale de l'économie. Comment déterminons-nous le prix des pièces produites ou des services que l'on propose? Comment détermine-t-on ce prix? On ne va pas pouvoir la traiter en détail, ça mériterait une séance entière, hein, mais c'est là-dessus que les économistes devraient porter leur attention dans le type d'économie qu'on propose, au lieu de porter leur attention et toute leur capacité et toute leur intelligence sur comment mettre au point de nouveaux produits financiers dans une économie qui ne serait pas financiarisée. La question principale, c'est la question de la détermination du prix, et nous allons en voir seulement les lignes générales aujourd'hui. En réalité, le prix est déterminé par, bien sûr, toutes les charges de fonctionnement de l'entreprise, les loyers, les matières premières, si on est dans la production, tout ce qu'on englobe en général dans les frais incompressibles du fonctionnement de l'entreprise. Et ensuite, on aura quelque chose qui va s'ajouter à ça, une fois qu'on a déterminé le coût ramené peut-être à la pièce de la production. Une fois qu'on a ça, on ajouterait la rémunération des 7 facteurs. On ajouterait donc tout ce qui est nécessaire pour que l'ensemble de l'économie puisse vivre, et notamment l'économie non marchande. Et bien sûr, on inclurait aussi la rémunération ou les relations que l'on a avec les clients et les fournisseurs. On doit inclure tout ceci dans la détermination du prix global et du prix à l'unité, soit du service, soit des pièces produites par l'entreprise. Ça veut dire quoi en fait? C'est qu'on entre dans une économie qui est tout à fait conçue autrement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le prix était, croit-on, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, déterminé par l'offre et la demande. Et je dirais principalement par rapport à ce que demandent les actionnaires comme rémunération pour le fait qu'ils ont apporté le capital de départ. Donc, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Il faudrait consacrer une séance entière sur l'illusion de l'offre et de la demande, mais ça ce serait
c'est prématuré pour qu'on aborde ça aujourd'hui. Hein. Mais on croit en règle générale que c'est sur cette offre et sur la demande que se déterminent les prix. En réalité, pour le dire très courtement, ça ne se vérifie que lorsque l'on est dans une économie spéculative. Ce que aujourd'hui, au jour où nous avons cette rencontre numéro 18, on en a un exemple flagrant avec l'augmentation du prix du pétrole, du prix du gaz, où on est en pleine spéculation sur le prix. Parce que les coûts de production du gaz n'ont pas eux-mêmes augmenté, les coûts de production du pétrole n'ont pas eux-mêmes augmenté. Donc on ne devrait pas être du tout dans une situation où on a une multiplication incroyable du prix de l'énergie qui est en train de créer de graves problèmes dans le reste de l'économie. Donc, si on se met dans cette nouvelle optique que nous essayons de développer ici, on n'est plus déterminé, les prix ne sont plus déterminés par les besoins de la rémunération du capital et l'offre et la demande quand on est dans quelque chose de spéculatif, mais les prix seraient déterminés par la conscience générale que l'on a de l'économie. C'est-à-dire par les besoins des services publics, les besoins de l'économie non marchande, etc. Et les besoins de la rémunération aussi, bien sûr. C'est par rapport à ça que l'on détermine le prix des marchandises. C'est un renversement total de ce qui se fait, puisque on le voit bien lorsque il y a un déficit de l'État, ce qui est une autre question d'ailleurs, qu'il faudrait traiter, mais quand il y a un besoin de restructuration des déficits publics et un besoin de renforcement de la monnaie aussi, eh bien, qu'est-ce que l'on fait ? On va dire, on va diminuer ce que nous appelons les 7 facteurs, c'est-à-dire on va diminuer le financement des services publics et le financement de la culture, de l'éducation, etc. De la santé aussi. Hein. Donc on dit, on fait avec ce qui est, l'optique c'est de dire on fait avec ce qui est disponible. Le surplus qu'on a, si on en a, on l'attribue à l'économie non marchande et aux 7 facteurs. Je pensais à une question, Michel, qui surgit ainsi. Si en effet on fait un calcul, on établit des prix sur base d'une nécessité objective de financer les 7 facteurs. Parmi les 7 facteurs, il y a les infrastructures, il y a la santé, les services sociaux, l'éducation, la formation, la recherche, la culture, les arts. J'en cite quelques-uns pour faciliter à nouveau les représentations que peuvent se faire les personnes qui nous écoutent. Si on veut en effet élaborer le prix sur base de ces coûts-là, de cette nécessité de rémunérer ces facteurs, il faut que soit communiqué quelque part à l'entreprise une certaine somme qu'il va falloir attribuer à tous ces facteurs. Comment est-ce que ça pourrait se faire concrètement que chaque entreprise, prise individuellement, finance suffisamment l'éducation, la culture, les arts, la santé, les infrastructures, la recherche et le développement, etc. Sur quelle base est-ce qu'elles peuvent s'appuyer, ces entreprises, pour financer ces 7 facteurs sans lesquels la vie de l'entreprise n'est pas possible? Ça suppose que les économistes s'occupent d'économie, pour le dire d'une façon lapidaire et avec une petite pointe d'humour, puisqu'aujourd'hui, ce que font la plupart des économistes, pas complètement bien sûr, c'est de s'occuper de l'économie financière. Or, si on définanciarise l'économie, on va pouvoir s'occuper réellement de comment fonctionne l'économie réelle.
Et on va consacrer beaucoup de force et de temps à regarder justement, mais où sont les besoins de l'économie globalement et les besoins des infrastructures, les besoins des services publics, tout ce que tu viens de mentionner et de rappeler. Quand on commencera à développer une conscience beaucoup plus précise et beaucoup plus globale des besoins, sans se mettre dans l'optique qu'il faut minimiser ces besoins, mais au contraire, qu'est-ce qui est nécessaire pour que dans chacun de ces domaines, des 7 facteurs, eh bien, la vie soit possible et une vie normale, hein, et qu'on puisse financer tous les postes, hein, notamment tous les postes qui se libèrent par la robotisation, hein, eh bien, on pourra à ce moment-là savoir beaucoup mieux quels sont les besoins pour tel domaine, pour l'éducation, pour la santé, pour les arts, etc. Quels sont les besoins au niveau global de la société, et on améliorera ça d'année en année. La connaissance, il faut voir ça comme une chose, un travail en progrès, comme on dit, hein, pour développer une capacité de précision dans la connaissance des besoins des 7 facteurs. Alors à ce moment-là, on pourra voir par rapport aux entreprises, et si on totalise, alors parlons pas du PIB, mais si on totalise le chiffre d'affaires de toutes les entreprises de l'économie marchande, on pourra ramener ça en proportion du chiffre d'affaires de ces économies, de cette économie non marchande. Et donc on aura des critères à ce moment-là pour le faire, soit par rapport au chiffre d'affaires, soit par rapport au résultat, qui sera toujours une proportion du chiffre d'affaires. Donc on aura des façons de ramener globalement les besoins des 7 facteurs au chiffre d'affaires ou au résultat, et on pourra ensuite le faire domaine par domaine, et avoir des clés de répartition, comme on l'avait évoqué, hein, dans une rencontre précédente, des clés de répartition domaine par domaine, pour savoir comment affecter ce résultat à chacun des 7 facteurs. Donc voilà un chemin concret qui permet d'élaborer ces clés de répartition et ces proportions, du moment qu'on s'appuie sur cette vision globale des besoins qui sont si liés à aux un 7 moment donné, facteurs en on question. s'apercevait qu'on avait par exemple une conjoncture problématique qui fait qu'il y a moins de chiffre d'affaires réalisé, on va dire, eh bien, il pourrait y avoir aussi un réajustement de la rémunération de ces 7 facteurs. Hein, tout ça doit rester extrêmement mobile en fonction de l'économie telle qu'elle se déroule réellement. Il y a un élément aussi qui m'a frappé dans ce que tu as présenté tout à l'heure, quand tu as parlé du fait que la rémunération du travail de tous les collaborateurs, elle est fondamentalement liée au partage des bénéfices, du moins c'est un des 7 facteurs dont on a parlé, hein. Les entreprises produisent des bénéfices et il s'agit de rémunérer les facteurs qui sont à la base de ces bénéfices. Et parmi ces facteurs, il y a les collaborateurs, justement. Ce qui me frappe dans la présentation que tu fais, c'est que tous les collaborateurs, y compris les chefs d'entreprise, sont rémunérés sur base d'un partage d'une partie des bénéfices. Et donc, on n'est plus dans un rapport d'opposition où les uns et les autres pourraient avoir tendance à tirer la couverture vers eux. Par exemple, dans le système actuel, les travailleurs salariés sont en opposition avec le patronat, on va dire. S'il y a en effet un partage des bénéfices selon certaines clés de répartition, les intérêts deviennent convergents. Nous avons tous intérêt à ce que l'entreprise soit prospère.
Et si je suis collaborateur et que le patron gagne davantage, ben, c'est que je gagne davantage Mhm. aussi. L'entreprise a fait plus de bénéfices, en d'autres termes. Je veux dire par là qu'il n'y a donc pas une opposition parce que ce qui est offert à l'un vient au détriment de Oui, l'autre, puisqu'il s'agit absolument. d'un Et ça concept ira de même un petit partage, peu en plus fait, loin, mais fondamentalement. n'anticipons pas. On va garder ça pour la fin où il y aura peut-être une surprise dans nos propositions. Après, il faut que, bien sûr, ces propositions soient acceptées et conviennent à tout le monde. Mais on va en reparler peut-être vers la fin. Hein. Michel, nous avons évoqué jusqu'à présent que la rémunération des collaborateurs de l'entreprise, elle est liée au partage des bénéfices de l'entreprise. Mais il arrive bien sûr qu'un collaborateur, pour une raison ou une autre, quitte l'entreprise. Il y a toutes sortes de raisons qui font que on quitte l'entreprise. Mais à ce moment-là, il est plus possible, je présume alors, d'obtenir une part des bénéfices de l'entreprise si le collaborateur ne s'y trouve plus. Et donc ça pose quand même question, comment est-ce que dans une perspective, on va dire civilienne, ce genre de situations-là sont gérées? Oui, il y a plusieurs aspects qu'il faudrait regarder dans cette question. Notamment, on va regarder un premier aspect, l'autre viendra peut-être plus tard. Prenons peut-être des exemples de situations. Si on a une entreprise qui robotise considérablement sa production, elle ne va plus avoir besoin d'autant de collaborateurs. Donc elle va s'en séparer. Mais la personne a toujours besoin de rémunération, bien sûr. Hein. Par contre, il n'y a plus de travail. Donc on voit d'un côté que le travail stoppe, mais la rémunération, elle est toujours nécessaire. Et l'entreprise qui a robotisé, elle a une augmentation de peut-être de son chiffre d'affaires, mais en tous les cas de son résultat. Et lorsqu'elle licencie, eh ben, elle va mettre les gens au chômage. Hein, dans le cas de figure existant aujourd'hui. Hein. Prenons un autre exemple, c'est celui où il y a une conjoncture qui est tout à coup défavorable. Par exemple, une entreprise qui a une activité saisonnière et le temps, le climat n'est pas du tout en accord avec l'activité et elle ne va donc plus produire autant qu'elle avait prévu de le faire. Et donc, que va-t-il se passer? En fait, elle a des collaborateurs dont elle risque de se séparer parce que la conjoncture est défavorable, mais ces collaborateurs sont expérimentés et elle a vraiment besoin de ces ressources-là et ce serait dommage qu'elle s'en sépare. Par ailleurs, ces collaborateurs, ils ont besoin aussi d'être rémunérés. Alors, il existe bien sûr le chômage technique, hein, mais c'est une situation qui ne va pas donner la rémunération habituelle, hein, et qui pose aussi quelques questions. C'est souvent compliqué techniquement aussi. Hein. Donc, on voit deux situations où d'un côté, il y aurait peut-être besoin il n'y a plus besoin des collaborateurs d'un côté, mais il y a besoin de les rémunérer et l'entreprise a plus de moyens de la rémunérer et les résultats sont supérieurs à cause ou grâce à la robotisation. Et d'un autre côté, on a une conjoncture, il risque d'y avoir des difficultés pour rémunérer les personnes, mais il y a peut-être, ça peut être l'occasion, comme il y a un petit peu moins de travail, d'améliorer les choses dans l'entreprise, d'avoir des activités à l'intérieur de l'entreprise qui peuvent être porteuses pour l'avenir. Se séparer des collaborateurs, dans ce cas-là, ne serait pas la meilleure solution. On voit donc que par ces deux exemples, on a
d'un côté, la situation où on risque d'avoir des ruptures de travail, et d'un autre côté, où on risque d'avoir des ruptures de rémunération. Et ceci amène à une nouvelle notion que nous proposons, en fait, hein, c'est, au lieu d'avoir le contrat de travail, que l'on ait deux contrats. Un contrat pour la collaboration et un contrat pour la rémunération. C'est ce que montrent un peu ces deux situations, qu'il faut pouvoir séparer ces deux choses. Et que, par exemple, la collaboration puisse continuer, même si la rémunération doit diminuer ou s'interrompre parce qu'il y a une conjoncture défavorable. Ceci nous conduit en fait à envisager deux contrats de travail, mais pas avec forcément les mêmes entités. Et là, nous allons amener une nouvelle notion, qui est la notion du fonds de rémunération. C'est-à-dire que, au lieu que l'entreprise ait son service de ressources humaines avec toute l'administration qui va avec pour les rémunérations, et Dieu sait que dans certains pays, notamment en France, c'est un gros travail et la réglementation est souvent tellement compliquée que c'est une très grosse charge de travail pour l'entreprise. On pourrait dire que toute cette partie-là pourrait être externalisée dans des fonds sans but lucratif qui offriraient au fond une forme de service public, mais pas étatisé au sens habituel, pas dans la superstructure de l'État, mais un service public civilien mené par la société civile, qu'on décrira plus en détail dans notre prochaine rencontre. Mais dans le principe, on peut voir que la rémunération pourrait être faite par le fonds de rémunération qui, lui, recevrait l'argent de la part des entreprises, des gens qui sont inscrits à ce fonds. Donc ça veut dire qu'un collaborateur, il serait inscrit, il aurait choisi un fonds de rémunération et s'il le souhaite, pendant toute sa vie professionnelle et même après pendant la retraite, il pourrait recevoir sa rémunération de ce fonds de rémunération, qu'il soit en train de travailler avec l'entreprise, qu'il soit au chômage, qu'il soit à la retraite, qu'il soit malade. Le fonds de rémunération s'occuperait de le rémunérer et de l'accompagner dans toutes ces situations de vie. Donc au lieu d'avoir plusieurs services qui s'occupent des allocations familiales, de la maladie, du chômage, de la retraite, etc., on aurait un seul fonds qui s'occuperait de la totalité et qui accompagnerait les collaborateurs inscrits à ce fonds, qui peuvent être de différentes entreprises, et qui regarderaient avec eux leur situation, s'il y a un enfant qui naît dans la famille, par exemple, s'il y a une situation de chômage, comme je l'ai dit, etc. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle continuerait de verser à ce fonds de rémunération. Elle connaît ce fonds, elle sait que tel employé est affilié à ce fonds-là, tel autre employé est à tel autre fonds, etc. Donc, les transferts d'argent peuvent se faire très facilement sur la base de la rémunération qui est convenue en début d'année ou en fin d'année précédente, sur la base
d'un côté des résultats de l'entreprise et de l'autre côté d'une autre question qu'on va aborder tout de suite. Mais je voudrais bien préciser que le contrat de collaboration, lui, il est signé avec l'entreprise. Et donc, c'est ce contrat-là qui va être interrompu si jamais l'entreprise n'a plus besoin de ce collaborateur, parce que, par exemple, la robotisation, hein, ou si il y a par exemple une mésentente au sein de l'entreprise, hein, et on décide d'un commun accord de se séparer comme la législation, en tous les cas en France, le permet. Hein. Si le contrat de collaboration est interrompu, arrêté carrément pour une raison ou une autre, est-ce que l'entreprise continue à verser des sommes d'argent au fonds de rémunération du ou des collaborateurs pour lesquels il n'y a plus de collaboration puisqu'il y a une interruption du contrat? Comment est-ce que ces fonds de rémunération sont financés lorsqu'il y a une interruption du contrat de collaboration, en fait? Ah oui, alors là, il y a plusieurs cas qui sont à envisager. Hein. Prenons le cas de la robotisation dont on a parlé. L'entreprise va avoir un résultat beaucoup plus important du fait de la robotisation. Sinon, elle ne robotiserait pas si ça n'amènerait pas un meilleur résultat. En soi, la robotisation n'est pas un problème. Si c'est une tâche qui peut être facilement automatisée, qu'elle est répétitive, etc., autant la faire par une machine, à condition que ce ne soit pas au préjudice des collaborateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le collaborateur, d'un certain côté, il serait plus contraint d'une tâche répétitive qui serait peut-être un peu ou peu intéressante, hein, mais que d'un autre côté, il puisse retrouver un travail. L'entreprise n'a plus besoin de lui, il faut qu'il puisse retrouver un travail. Le fait qu'il y ait ce financement par les 7 facteurs de l'économie non marchande, à ce moment-là, beaucoup de postes vont se créer, il va pouvoir retrouver un travail facilement, assez rapidement. Il peut aussi profiter pour faire une reconversion, pour aller retourner dans un autre secteur de l'économie non marchande, ou bien, comme je disais, dans l'économie non marchande. Donc, une formation peut être nécessaire. Il faut que cette formation soit financée. Si l'entreprise a robotisé et qu'elle a donc un résultat qui augmente et elle va, elle va devoir affecter une part de son résultat à la rémunération. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des clés de répartition selon chaque facteur et une part du résultat lui est affectée en fonction de la clé de répartition. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que même si elle n'a plus ces collaborateurs-là, elle va devoir, l'entreprise, continuer de verser à des fonds de rémunération la part qui revient à ces fonds. Donc, cela donne les possibilités de financer la transition pour passer d'un emploi à un autre, ou bien pour payer la formation, le temps de formation, qui peut être un temps de formation. Alors, c'est pas forcément quelquefois on fait des formations ultra courtes, mais qui sont loin d'être satisfaisantes. Là, on pourrait
financer des formations plus importantes, d'une année, voire de 2 ans, ou même peut-être 3 ans. Alors il faudrait qu'on détaille un petit peu s'il y a des limites pour ça, mais dans le principe, s'il y a robotisation, par exemple, du moment où il y a un résultat, il y a une part du résultat qui va de toute façon être affectée. Si on a moins de collaborateurs, eh bien, la part du résultat reste de toute façon la même et elle est quand même affectée à un fonds de rémunération. Et je présume, et ça c'est une question de disposition pratique, que si des contrats sont établis entre des personnes et des fonds de rémunération, qu'il y a une possibilité peut-être même parfois de changer de fonds de rémunération, que sais-je, hein. J'imagine qu'alors il y aura des dispositions qui seront imaginées, qui seront prises de telle façon à assurer toujours que les fonds de rémunération soient suffisamment rémunérés, même si des travailleurs changent de fonds de rémunération. Tout ça, c'est juste des dispositions pratiques finalement pour lesquelles on peut trouver toujours une solution ou l'autre, quoi. Absolument. Et là, alors, on pourra en parler peut-être la prochaine fois, puisqu'on va parler plus précisément des fonds de rémunération, de leur description en tant que nouvelle forme de service public civilien. Hein. On pourra peut-être revenir plus en détail là-dessus, ce serait bien. Oui. Mais on voit le principe général là, hein, de ce fonctionnement avec ces doubles contrats, hein, contrat de collaboration et contrat de rémunération, ce qui va laisser une grande souplesse et qui fera diminuer aussi la peur de perdre son emploi, la peur de perdre sa rémunération. Et on a vu que l'emploi en lui-même n'est pas un problème, mais bien sûr, s'il y a une modernisation de l'outil de travail, il est normal, il y a des métiers qui disparaissent à un moment donné. Ça, c'est inhérent à l'évolution de l'économie, mais il ne faut pas que ça devienne un problème. Bon, une personne peut regretter parce qu'elle aimait bien. Si on prend l'exemple des imprimeurs, par exemple, c'est un métier qui a considérablement changé. On peut dire qu'un métier a disparu et un autre est apparu dans l'impression. Et une personne peut regretter le temps où on mettait les lettres en plomb les unes à côté des autres. Elle peut très bien le regretter, mais il y a aussi une possibilité de rebondir dans une autre forme de métier qui nécessite une formation. Mais après un temps de formation, la personne devient tout à fait capable de faire toujours de l'imprimerie si elle aime ça et de le faire sous une autre forme. Donc la transformation par le progrès peut engendrer des regrets, mais elle n'est pas en fait fondamentalement un problème. Le problème, c'est quand il n'y a plus de possibilité de retrouver un travail ou quand on n'a plus de rémunération, on a sa rémunération qui baisse considérablement à cause de l'inscription à une caisse chômage. Justement, quelle est la différence finalement ici entre ces fonds de rémunération et les caisses de chômage? Je pose la question un peu naïvement, hein, quelle est la différence? Est-ce que les caisses de chômage ne permettent pas déjà tout ce qui est décrit ici ou il y a des choses qu'elles ne permettent pas justement? Oui. Disons, dans le principe, on pourrait dire qu'elles font la même chose, hein, sauf que c'est toujours dans une forme qui n'est pas forcément facile à vivre, ni pour ceux qui travaillent dans la caisse de chômage, ni pour ceux qui bénéficient de l'aide du chômage. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin de détailler. Je crois que tout le monde peut se rendre compte que ceux qui travaillent à
en France, par exemple, à Pôle emploi, ils sont finalement souvent très, très frustrés par le fait qu'ils ont énormément de dossiers à gérer et ils ne peuvent pas accompagner réellement toutes les personnes. De temps en temps, ils arrivent à accompagner une personne, mais c'est pas la majorité des cas. Il faut traiter les dossiers très rapidement. Il n'y a pas l'argent qui serait nécessaire pour un bon fonctionnement de Pôle emploi en France, en tout cas. Et puis, il y a souvent une forme de culpabilisation de celui qui est sans emploi, alors qu'il est très difficile de retrouver un emploi, surtout quand on est en période de crise. Donc, on pourrait dire que ça fabrique des mécontents des deux côtés. Hein. Donc, je pense qu'il faudrait voir ça d'une façon constructive, c'est-à-dire dire un pôle emploi constructif, c'est celui qui accompagne réellement la personne dans son parcours professionnel et familial et qui aide à trouver des solutions, puisque ces solutions vont exister grâce au financement de l'économie non marchande. Et si il n'y a pas de manque de postes de travail, on enlève déjà une grosse partie du problème qui est actuellement dans l'organisme de chômage. La notion d'accompagnement est donc tout à fait centrale dans le cadre de ce fonds de rémunération. Il s'agit bien d'un accompagnement, il n'y a pas de pression, entre guillemets, mise dans un sens qui consiste à supprimer des statistiques du fonds de rémunération à un certain nombre de personnes, puisque qu'elles travaillent dans l'entreprise ou que momentanément elles ne travaillent pas, de toute façon elles sont accompagnées par le fonds de rémunération. Donc il n'y a déjà pas l'idée de les supprimer des statistiques. Elles sont de toute façon accompagnées, quelle que soit leur situation d'activité, de travail, de On peut formation, dire que etc., quoi. Si je comprends bien ce que tu dis. 100% des gens sont inscrits au fonds de rémunération. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas à les sortir, comme tu dis, des statistiques. Ils sont toujours dans le fonds de rémunération. Et ils sont accompagnés. Alors bien sûr, ça suppose une formation des personnes qui travaillent dans le fonds de rémunération, pour qu'il y ait un accompagnement qui soit un accompagnement constructif et de bienveillance, sans la pression justement des statistiques, des chiffres du chômage, comme on dit. En t'entendant, je me demande s'il ne faut pas peut-être aller encore un ou l'autre cran plus loin dans la compréhension de comment finalement, concrètement, toutes ces personnes que nous sommes tous et toutes, ces civiliens, nous serions rémunérés. Tout à l'heure, on a évoqué que c'est par le partage des bénéfices des entreprises, mais qu'à la fois, il fallait aussi envisager des avances, en somme. Et je me demande s'il ne faudrait pas clarifier comment ça fonctionnerait concrètement, ces modalités de rémunération. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là lieu de clarifier Absolument. Il ça faut davantage? vraiment entrer plus dans le détail. Et ce que je te propose, comme on a déjà vu une bonne partie des choses aujourd'hui, que l'on reprenne ça dans la séance de la prochaine fois et qu'on regarde comment ça se déroulerait concrètement avec les fonds de rémunération, dans le lien entre l'entreprise et le fonds de rémunération. Qu'est-ce qui déterminerait le niveau de rémunération de chaque collaborateur? Et que l'on pose aussi la question, puisque c'est une avance, ce qui est versé chaque mois, est-ce que cette avance couvre la totalité? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un surplus? Autrement dit, est-ce qu'il y a une part fixe
ou assimilée à une part fixe et une part variable dans la rémunération. Tout ça, ça fait partie des questions qu'il faudrait approfondir, regarder dans le détail et qui nous permettra de voir beaucoup mieux le fonctionnement du fonds de rémunération et quel contact, quelle relation elle a avec l'entreprise d'un côté et avec les collaborateurs de l'autre. Tu proposes, Michel, d'examiner ça la prochaine fois. Et donc, Michel, tout ça va nous amener à porter notre regard sur le fonctionnement des fonds de rémunération, un regard plus détaillé sur leur financement d'ailleurs aussi, et sur la forme générale que peuvent prendre et que prendront les services publics civiliens dans ce contexte-là, notamment celui des fonds de rémunération, ce qui nous amènera à faire aussi le lien avec la monnaie de contribution. Nous avions déjà commencé à examiner ce qu'est cette monnaie de contribution et on fera le lien à ce moment-là avec la monnaie de contribution. Ce qui veut dire qu'on on va avoir une séance extrêmement riche. Notre 19e séance va être une séance très, très riche et qui va nous faire rentrer au-delà de la question de la rémunération dans une vision complètement différente des services publics et ça, c'est très important. Merci Michel. Merci Civiliens, Civiliennes qui avaient assisté à cette 18e rencontre. On se donne rendez-vous pour la rencontre numéro 19, au cours de laquelle nous allons aussi encore élargir les perspectives en sortant une fois de plus, hors de la boîte bien sûr. Au revoir Stéphane. Au revoir Michel. Au revoir à tous et à toutes.